Madame, Monsieur, bonjour. Avec notre invité aujourd'hui, nous allons analyser, décortiquer pour vous les principaux événements économiques de l'année qui s'achève. Nouvelles orientations dans le cadre d'un nouveau modèle de développement, fiscalité et commerce international ou le nouveau port Tanger-Med 2. Nous allons donc analyser la rétrospective économique de 2019 au Maroc en compagnie de Driss Aissaoui. Bonjour Driss. Bonjour. Alors, tout d'abord, sur le plan interne, n'est-ce pas, 2019 a-t-elle été une année prospère? On va dire que 2019 n'aura pas été une année prospère, il faut être réaliste. C'est une année, si vous voulez, de préparation, je l'espère, d'un sentier de croissance qui va pouvoir permettre au Maroc de passer à un palier supérieur, particulièrement au niveau d'un certain nombre de secteurs, au niveau de l'investissement, au niveau de l'emploi, parce que quelque part, c'était pratiquement une année de stand-by. Ce ne fut pas très, disons, éclatant en termes de résultats, mais le Maroc a pu quand même conserver, disons, un certain nombre d'équilibres macroéconomiques importants. Quoique le déficit ait été creusé, que le Maroc a dû en fait recourir à un emprunt international, lequel emprunt n'a pas été obtenu comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait justement avoir un profil finançable qui inspire confiance aux grands bailleurs de fonds. D'ailleurs, l'emprunt que le Maroc a lancé au niveau international a été bien accueilli, mais peut-on dire pour autant que c'était une année reluisante, une année exceptionnelle? Non. Non. C'est une année moyenne, une année de préparation, parce que le Maroc, en termes de réformes, est allé depuis une vingtaine d'années avec un rythme, disons, croissant, constant pour certaines choses, mais on a pu quand même faire l'essentiel, c'est-à-dire sauvegarder les équilibres macroéconomiques. Le sacro-saint de toute Absolument. façon de ces équilibres-là. Vous avez parlé d'une année de préparation. Cette année a également été marquée par ces tant attendues assises de la fiscalité. Oui. Et donc on parle d'une année en stand-by, mais en tout cas on se projette vers des années avec une politique fiscale différente. Oui, on l'espère du moins, parce que les assises de la fiscalité, cette année, parce qu'elles se tiennent après celles de 2013, elles ont répondu un peu à un certain nombre d'attentes. D'abord parce que c'était un processus participatif, parce que les travaux préparatoires ont duré presque 4 mois. Tout le monde a participé, il y avait 14 groupes de travail sur toutes les facettes de la fiscalité. Et je pense qu'on s'en est sorti avec avec un résultat plus ou moins acceptable, disons même positif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous disposons d'une loi cadre qui va cristalliser toutes les recommandations et les grandes réformes que doit subir l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la simplification des taxes locales. On en avait 17 aujourd'hui, on projette d'arriver à 3. Ce qui est extraordinaire. Nous avons réglé un problème avec l'Union européenne, particulièrement pour toutes les incentives donnés aux zones franches, parce que le Maroc était menacé par l'Union européenne. C'est un point positif selon vous? Oui, mais en fait, le Maroc a pu dealer, on va dire. Il a pu gérer cette contrainte, parce que véritablement, c'est une contrainte. L'Union européenne étant un groupement économique compact, et qui, disons, pour rester en business avec l'Union européenne, il faut accepter un certain nombre de conditions. Très bien. Le Maroc l'a fait, et je pense que les choses vont s'améliorer même sur ce plan-là. Alors, vous avez évoqué cette question de l'IS, de l'IR. On voit que le projet de loi de finances 2020 a nettement été en faveur, en tout cas, d'un assouplissement en pratique de l'IS. Mais qu'en est-il de l'IR, ce projet de loi de finances? On va dire qu'on peut carrément parler de négliger cet aspect de l'impôt sur le revenu et donc par ricochet sur la consommation. Et puis on parlera aussi avec vous de cet article 9 tant contesté. Oui. Alors en fait, pour cette histoire de l'impôt sur le revenu, il ne faut pas l'oublier, on est déjà à une première année de la loi cadre parce qu'on prévoit de l'appliquer sur 5 ans.
les mesures les plus urgentes ont été prises particulièrement pour l'entreprise, pour l'IS, parce qu'il faut absolument encourager l'investissement, encourager la création d'emplois et la création d'entreprises aussi. Pour l'impôt sur le revenu, il y a une problématique importante. Disons, la DGI et le ministère des Finances, on met une conditionnalité. Si on arrive à élargir l'assiette à ce moment-là, on peut se permettre de baisser les taux, de trouver même des tranches intéressantes. Aujourd'hui, on est sur un mouchoir, sur un espace comme un mouchoir de poche où on ne peut pas bouger. C'est-à-dire que les équilibres sont très fragiles et on ne peut pas se permettre de baisser des taux aujourd'hui. Très bien. Alors, il faut laisser fonctionner la réforme pour pouvoir justement aller de l'avant. L'article 9. Alors là, vous savez, ça a créé une grande polémique pour de bonnes et de mauvaises raisons. D'abord, c'est un article qui ne devait pas figurer au niveau de la loi de finances. C'est une mesure de politique économique qui aurait pu être prise ailleurs. Mais je pense que disons, le ministère des Finances a vu rouge par rapport à un grand déficit qu'il avait, c'est 35 milliards d'arriérés de paiement au niveau des collectivités locales et au niveau des territoriales. Il ne pouvait pas se permettre de laisser passer ça parce qu'il ne peut pas, quelle que soit l'analyse, quel que soit le reproche qu'on puisse lui faire, il ne pouvait pas se permettre de financer 35 milliards sur un budget dont on a ramassé les morceaux avec beaucoup de difficultés. Donc, il fallait absolument le passer. D'ailleurs, on a même dû utiliser passer en force pour ne pas mettre en péril les équilibres, l'article 77 qui permet au gouvernement d'aller de l'avant. Donc, c'est un article qui est mauvais, mais sur le principe, aucun pays au monde ne peut se permettre de laisser saisir les deniers des collectivités, les biens de l'État, mais en même temps, la responsabilité de l'État et du gouvernement, c'est de donner aux collectivités les moyens d'honorer leurs engagements. Passons à présent, Drissa Issaoui, à l'actualité internationale, en tout cas économique, vis-à-vis du Maroc. Tout d'abord, ce nouveau souffle au partenariat Maroc-UE. Oui, ça a été, de toutes les manières, nous n'avons jamais douté sur les fondamentaux de ces relations entre le Maroc et l'Union européenne, que ce soit pour l'accord agricole, l'accord de pêche. Le statut avancé, d'ailleurs, qu'on arrive, c'est-à-dire on ne le met pas assez en avant, sincèrement, même sur le plan des échanges. Mais je pense que cela a fonctionné et que finalement l'Union européenne a reconnu la nature stratégique des relations qu'elle entretient avec le Maroc. Et je pense que les choses vont dans le bon sens, que ce soit au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau du partenariat stratégique dans d'autres domaines, politiques notamment, lutte contre le terrorisme. Je pense que le Maroc, on est, c'est-à-dire on est au beau fixe. Alors, accord de libre-échange, est-ce que nous sommes en train de nous diriger vers une possible rupture des relations commerciales avec la Turquie ? Vous savez, c'est très compliqué. D'abord, élaborer un accord de libre-échange, ça prend beaucoup de temps. C'est des négociations très complexes et très compliquées, produit par produit, etc. C'est un cadre à définir dans le cadre de ce que prévoit l'Organisation mondiale du commerce. Quand on le fait, quand on commence à l'utiliser, on se rend compte que on a négocié un mauvais accord. Or, ce qui se passe avec les Turcs, c'est que les Turcs ont bien compris le sens du libre-échange et que quand ils viennent commercer avec le Maroc, ils ont compris une chose. Ils amènent un produit, ils lui amènent un circuit de distribution avec. Ils ont une marque, ils lui trouvent l'espace de commercialisation. Prenez un exemple. Allez-y faire du commerce avec le Japon. Vous êtes incapable, c'est tellement coûteux, c'est tellement complexe que personne, très peu de pays arrivent à pénétrer le marché japonais, sauf quelques grandes entreprises, sinon dans le haut de gamme, dans la mode, etc., où c'est véritablement un marché, c'est des niches qui sont données. Mais les Turcs ont compris le jeu, ils ont fait le jeu. Mais nos entreprises n'ont pas fait de même parce que l'accord de libre-échange leur permet ça, ils ne l'ont pas fait. Ils sont en train d'attendre que l'État leur fasse. L'État turc peut-être fait ce qu'il faut, peut-être l'État marocain aurait dû faire la même chose pour ouvrir des pistes et surtout conquérir une bonne partie du marché turc. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, on s'attend. Je ne pense pas qu'il y aura des ruptures parce que c'est trop préjudiciable. Il y a des aspects juridiques au niveau de la rupture de ce genre d'accord
qui seraient préjudiciables au Maroc. Malheureusement, les 10 minutes ne suffisent pas pour décortiquer les événements phares de cette année 2019, en tout cas les événements économiques. En tout cas, je pense que nous avons fait le tour. Il nous reste bien sûr cette question de Tangemet 2 et bien sûr qu'on sait qui a propulsé le Maroc, l'ouverture de ce deuxième pôle de Tangemet. C'est une vision stratégique, c'est un projet de règne qui réussit et c'est tant mieux parce qu'on est véritablement sur une rampe de lancement pour l'économie marocaine et pour le commerce international pour le Maroc. Merci beaucoup, Drissa Issaoui. Merci. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.